Business présente Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans Les Experts sans frontières. Aujourd'hui, elles nous viennent du Portugal, d'Argentine, des États-Unis, d'Ukraine. Comme chaque semaine, on vous propose ces regards internationaux sur notre actualité. Dans un instant, on filera à Belgrade où se tient le congrès annuel de la diaspora ukrainienne. Vous verrez, elle est très active dans ce contexte de guerre avec la Russie. Quel plan de paix qui est vraiment Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump qui va rencontrer Vladimir Poutine la semaine prochaine. On parlera aussi de la Chine qui montre ses muscles autour de Taïwan et qui rappelle à tous ses partenaires le principe d'une seule Chine qui est au cœur de ses relations diplomatiques. Et puis bien sûr notre feuilleton français autour du budget. Nos expertes croient-elles encore à un compromis entre députés? Les Experts sans frontières, c'est parti. Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans Les Experts sans frontières. Chaque semaine, ce sont des regards internationaux qui sont précieux pour nous aider à prendre un peu de hauteur sur notre actualité. Aujourd'hui, autour de moi, j'ai le plaisir d'avoir Ana Navarro, correspondante de la presse portugaise en France. Bienvenue Ana, bonsoir. Bonsoir. Luisa Corradini, argentine et correspondante en France du quotidien argentin La Nación. Bonsoir. Et bienvenue. Hélène Kunz, américaine, spécialiste des États-Unis et professeure à l'INSEC Paris. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Et puis nous sommes en direct, en duplex, depuis Belgrade, où nous retrouvons Violeta Moscalou. Bonsoir Violeta. Bonsoir Mathieu. Alors Violeta, vous êtes franco-ukrainienne, vous êtes à Belgrade, en Serbie, où vous vous rendez actuellement. Vous êtes en déplacement, donc voilà, la liaison, on espère qu'elle tiendra. Vous êtes actuellement en déplacement, vous vous rendez à un congrès, le congrès annuel de la diaspora ukrainienne, qui se tient à Belgrade. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer aujourd'hui cette diaspora ukrainienne, quel est son poids et quels sont ses principaux foyers dans le monde? L'Ukraine a une diaspora très importante en fait. On considère à peu près aux alentours de 20 millions de personnes partout dans le monde, sur tous les continents, qui est mobilisée très fortement, surtout depuis la révolution Euromaïdan et l'annexion de la Crimée et le début de la guerre en fait, de la Russie en Ukraine dans le Donbass. Et effectivement, là, en ce moment, je suis en Serbie pour le congrès de la diaspora ukrainienne en Europe, mais il y a des représentants du monde entier qui sont là, une trentaine de pays représentés. Pour parler du poids de cette diaspora, pour tout vous dire, l'Ukraine recevait, avant l'invasion en 2022, 1/8 du PIB national, donc aux alentours de 16 milliards de dollars, de la part des Ukrainiens qui travaillent à l'étranger et de la part de la diaspora qui a font des transferts d'argent pour aider. D'accord, donc c'est très important. 16 milliards de dollars, donc 1/8 du PIB, c'est l'argent envoyé par la diaspora ukrainienne en Ukraine. On a entendu Violeta Moscalou qui est en direct depuis Belgrade, depuis ce congrès de la diaspora ukrainienne, congrès annuel. Elle nous dit 20 millions quand même de diaspora ukrainienne dans le monde. Hélène Kunz, vous qui êtes américaine, ça vous parle, cette diaspora ukrainienne à travers le monde? Je dis ça avec votre prisme américain, peut-être une société américaine qui s'est aussi largement construite sur l'immigration et autour de différentes diasporas à travers le monde. Tout à fait. On peut désormais compter presque 1 million d'Ukrainiens américains aujourd'hui. Ils sont 1 million aux États-Unis. Et vous savez, il n'y a pas 1 an et demi ou 2 ans, les Ukrainiens, leur cause était très soutenue aux États-Unis jusqu'à avoir leur drapeau bleu et jaune sur les pelouses des Américains, vous voyez. Donc, les gens étaient acquis à leur cause et comprennent vraiment, ils sont plutôt admiratifs de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est vrai que les États-Unis... C'est-à-dire qu'on a aux États-Unis un peu comme l'immigration italienne, l'immigration irlandaise qu'il y a eu à l'époque. Vous avez eu aussi une immigration ukrainienne qui est aujourd'hui très active aussi aux États-Unis. Oui, et qui, jusqu'à l'arrivée de Trump, où tout ce qui était visa était
été un peu mise à mal, mais toujours dans un très grand accueil des Ukrainiens, surtout depuis le début de cette guerre. Et via cette diaspora ukrainienne aux États-Unis, est-ce que l'opinion publique américaine, au-delà de cette diaspora-là, elle est sensible à ce qu'elle entend à l'Ukraine, ou est-ce que c'est un sujet encore trop lointain pour eux? Alors, malheureusement, on est accaparé pour 10 000 autres problèmes aux États-Unis en ce moment, mais quand il s'agit des affaires internationales, oui, les Américains sont acquis toujours à la cause des Ukrainiens parce que ça nous parle de par notre propre histoire et notre constitution, cette idée qu'il faut qu'ils défendent leurs frontières et leur territoire. La plupart des Américains y adhèrent. On retourne à Belgrade, faire un saut à Belgrade où on vous retrouve Violeta Moscalou. Donc, 1/8 du PIB envoyé par la diaspora ukrainienne à la société ukrainienne. Est-ce que vous savez à quoi sert tout cet argent, surtout dans ce contexte de guerre? Est-ce que c'est une manne financière qui sert à la consommation courante, à aider les familles, à l'école, à la santé? Est-ce que ça aide aussi à l'armement? Et en fait, c'était 16 milliards avant l'invasion de 2022. Là, aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres des dernières années, mais c'est sûrement beaucoup plus, en fait, parce qu'il y a plus d'Ukrainiens à l'étranger, mais qui continuent toujours à aider leurs familles et leurs proches sur place. Donc, en fait, ça contribue à maintenir un pouvoir d'achat et à diminuer la misère, en fait, et la pauvreté en Ukraine, parce qu'il y a beaucoup de difficultés à cause de la guerre. Mais bien évidemment, il y a aussi beaucoup de collectes qui se font pour l'aide humanitaire. Nous, avec notre association franco-ukrainienne depuis Metz, on a envoyé déjà une cinquantaine de camions d'aide humanitaire donc depuis l'invasion dans des orphelinats, dans des maisons de retraite, dans les hôpitaux. Est-ce qu'on aide aussi sur les questions d'armement? Je pense qu'il y a effectivement des communautés de diasporiques qui sont très connectées à l'industrie des drones, qui sont très connectées aussi pour faire des lobbying en fait pour l'industrie, pour les gouvernements, pour qu'on renforce et qu'on donne suffisamment d'aide militaire en fait, et toutes les startups en fait, toute la tech bénéficient aussi des connexions avec la diaspora qui est une diaspora assez puissante. Il y a des Ukrainiens qui travaillent en Californie, qui travaillent dans les grandes sociétés comme dans les GAFAM en fait, dans les institutions aussi européennes et internationales, et donc ça c'est du capital humain qui est au service de la cause ukrainienne, la nation qui est en danger et qui a besoin de l'aide et de chaque Ukrainien, peu importe où il se trouve, en Ukraine ou à l'étranger. Restez avec nous, Violeta Moscalou. Vous êtes avec nous depuis Belgrade. Vous êtes en train de vous rendre actuellement en Serbie au congrès annuel de la diaspora ukrainienne. Luisa Corradini, nous avons eu la réaction de Hélène Kunz pour voir un peu comment cette cause ukrainienne était perçue dans la société américaine. Est-ce qu'en Argentine, on est sur un sujet qui est extrêmement lointain? Est-ce que c'est difficile pour vous, en tant que correspondante de la presse argentine en Europe depuis quelque temps, entre guillemets, de vendre ces sujets, de faire le récit de la guerre en Ukraine auprès du lectorat argentin? Non, ce n'est pas difficile. Les gens sont très sensibles. Il y a un secteur, naturellement, comme disait ma collègue pour les États-Unis, il y a d'autres problèmes assez sérieux dans la société argentine et même dans tout le reste de l'Amérique latine, parce que je vous rappelle que moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Grands Journaux d'Amérique. Donc, on écrit un peu pour toute l'Amérique latine. C'est vrai que les gens sont très sensibles. Ils sont très sensibles pour plusieurs choses. D'abord, parce qu'on a essayé d'expliquer l'injustice, l'invasion. Deuxièmement, parce que Vladimir Poutine vend. C'est quelque chose qui vend en Amérique latine. C'est un personnage qui a une certaine, qui exerce une certaine attirance. Fascination. Exactement. J'allais dire tout comme Donald Trump. Et en plus, nous avons maintenant Donald Trump. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de raconter cette guerre au jour le jour, parce que nous le faisons au jour le jour. Et c'est vrai que les gens savent de quoi on parle. Ils lisent, ils sont attentifs, ils veulent savoir. Naturellement, les opinions divergent beaucoup dans la société, parce que c'est très loin, vous venez de le dire. Donc, c'est difficile de saisir
des enjeux, mais c'est vrai que le sujet continue à intéresser. Violeta Moskalu, vous êtes toujours en déplacement au sein des rues de Belgrade actuellement pour vous rendre à ce congrès annuel de la diaspora ukrainienne. Une question un peu plus sociétale qu'on voulait vous poser. On sait que l'Ukraine reste confrontée en interne dans sa société à des scandales de corruption qui éclaboussent jusqu'au plus haut niveau. Là, il y a moins d'une heure, on a appris que le chef de cabinet de Vladimir Zelensky remettait sa démission après une vague de perquisitions. Est-ce que ces scandales de corruption, c'est un sujet qui est aussi évoqué au sein de la diaspora ukrainienne, au sein de la société ukrainienne? Est-ce que c'est quelque chose qui vient empoisonner le climat encore plus dans ce contexte de guerre, ou est-ce que c'est un sujet que les Ukrainiens mettent quand même exceptionnellement, j'allais dire, en second rideau pour le traiter après la guerre? En fait, les Ukrainiens ils sont très lucides par rapport à ce problème de corruption qui est un héritage soviétique en Ukraine. C'est pas quelque chose qui a été amené par Vladimir Zelensky, qui lui, au contraire, a soutenu la lutte contre la corruption. Et effectivement, on est très lucide par rapport à ce qui se passe. On comprend que Zelensky c'est un héros parce qu'il a incarné la résistance et la résilience ukrainienne. En même temps, on comprend aussi que ce n'est pas un ange et qu'effectivement, il y aura peut-être des questions qui vous seront posées à un temps venu au moment des élections quand la guerre sera finie. Par contre, pour l'instant, la société ukrainienne et la diaspora est plutôt rassurée de voir que même en temps de guerre, les Ukrainiens et ces nouvelles institutions de lutte anticorruption sont capables de tenir ce deuxième front de nettoyage par rapport à la corruption. Et un autre élément de rassurance, c'est que Zelensky reste quand même de bon côté de l'histoire, parce qu'entre la loyauté par rapport à des amis, et vous allez citer notamment son chef de cabinet Ermak, et les intérêts de la nation, il choisit les intérêts de la nation et il laisse la justice faire son travail. D'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Violeta Moskalu, ces scandales de corruption ne viennent pas forcément peser sur la confiance des donateurs de la diaspora ukrainienne? Non, absolument pas. Et on est conscient qu'il faut de la pression et en interne et de l'externe de la part des institutions diasporiques et aussi de la part des institutions européennes. Mais on voit effectivement qu'il y a une convergence de pression et que Zelensky comprend bien qu'il faut laisser la justice faire son travail. Si on veut que l'Ukraine intègre l'Union européenne, il faut que l'État devienne un vrai État de droit et il n'empêchera pas la justice de mener ses investigations. Et ceux qui sont responsables, ils payent. Ils sont face à leurs responsabilités et ça c'est un élément quand même de très très puissant de tel type d'investigation sont même inimaginables en Russie par exemple où le niveau de corruption est 100 fois supérieur à ce qu'on peut observer en Ukraine par exemple. J'aimerais vous montrer maintenant ce titre sur le site internet de RTL en Belgique qui titre « La Belgique refuse de libérer les avoirs russes gelés pour aider l'Ukraine ». En fait cet article de RTL Belgique cite un passage d'une lettre du Premier ministre belge qui écrit cette semaine « On est dans une situation inédite de violation du droit international ». La fureur quelque part, la colère du Premier ministre belge, ça, Anna Navarro, c'est aussi un sujet clé. On touche à comment financer la reconstruction en Ukraine. Est-ce qu'il faut toucher aux avoirs russes gelés qui sont bloqués dans des institutions belges? Il semble bien que le Premier ministre de Belgique ainsi que la PDG de Euroclear, donc cette entreprise qui a en dépôt une partie des avoirs russes, ont déjà donné la réponse. Ils parlent bien du droit international là, et c'est bien ce qui est en question là-dedans. Évidemment que l'Union européenne se dit serait très bien, on va utiliser cet argent-là qui est gelé. Je vais essayer de faire rapidement parce que l'affaire est très complexe, mais juste quelques lignes. Serait bien d'utiliser pour déjà financer la guerre de l'Ukraine, parce que l'Ukraine est vraiment, le gouvernement est au bord de la faillite. Là, en janvier, il y aura plus d'argent apparemment, d'après ce qu'on nous dit. Et en même temps, pour une réparation des dégâts de guerre, et puis pour nous
européen nous rembourser d'une partie des presque 200 milliards qu'on a déjà Je envoyés. rappelle que je crois que Euroclear, on Ukraine. est quasiment sur plus de 100 milliards, hein, je l'ai là-bas, ou entre 100 et 150, je crois. Mais il y a effectivement énormément de problèmes. On ne peut imposer des réparations qu'à un pays qui a perdu la guerre. S'il est en train peut-être de la gagner, comme on nous dit beaucoup de spécialistes, notamment aux États-Unis, ça va être très difficile d'imposer ces réparations. Deuxièmement, il y a quelque chose qui transcende la notion de guerre, c'est le droit international et c'est notamment la neutralité de tous les pays vis-à-vis des fonds souverains dans notre pays qui sont en dépôt en dehors de ses frontières. Et cette notion-là, si l'Union européenne la transgresse, si elle la met à terre, je pense que ce sont les fondements même de la zone euro qui vont être ébranlés. C'est-à-dire on se tire... Si on passe à l'acte chez Euroclear, c'est du jamais vu dans les histoires de traités après-guerre. Puis l'Inde, les pays du Golfe, des pays d'Amérique latine, tous les pays qui ont des avoirs en dépôt chez Euroclear, qui ont des en dépôt en Europe, vont se dire, bon, attendez. Ça ferait jurisprudence et on ferait une brèche dans la confiance financière que les investisseurs internationaux pourraient avoir envers l'Europe. Ils vont retirer leurs fonds. Deuxièmement, il reste la question aussi de la légalité de l'affaire. Ok, Robin Desbois, nous l'adorons tous. Il a volé aux riches pour donner aux pauvres, n'est-ce pas? On veut prendre à la Russie pour donner à l'Ukraine, qui en a bien besoin. Ok, c'est moral, c'est peut-être presque licite, légitime, mais est-ce légal? Et là, on ne blague pas. C'est mon dernier point. Si la Belgique a tellement peur, si la Belgique a tellement peur de voir l'Union européenne vouloir utiliser ses fonds, c'est aussi parce qu'elle sait qu'elle aura une action en justice de la part de l'Union soviétique, de la part de la Russie, et que cette action, la Russie risque de la gagner, mais haut la main, ok? Donc, absolument. Absolument. C'est de la nitroglycérine. Et dernier point, il y a quelque chose dont les dirigeants européens semblent vouloir faire table rase, oublier complètement, c'est que la Russie a d'énormément d'avoirs occidentaux sur son territoire. Pour la plupart des entreprises, pas tellement, je crois qu'il n'y a pas de réserve de fonds, pas des fonds souverains, des avoirs souverains en Russie, mais il y a des entreprises, il y en a pour plus de 300 milliards. Les liens entre les entreprises françaises, finlandaises, américaines, allemandes, avec la Russie en guerre, et alors qu'on fait tout le discours très fort contre la Russie et pro-Ukraine, mais les liens qui se tissent toujours actuellement entre les entreprises sont énormes. Et la Russie peut effectivement faire, quel est le mot retaliation en français, venger, c'est pas le mot, mais faire la réciproque et confisquer ses avoirs pour le coup privé, pour la plupart, en Russie. Et là, les entreprises vont se trouver dans une situation extrêmement difficile. Hélène Kunz, vous qui êtes américaine, professeure de finance à Paris, à l'INSEC Paris, est-ce qu'effectivement, vous pensez que jouer sur les avoirs russes gelés, les débloquer, les utiliser, ça créerait une jurisprudence hyper dangereuse par rapport à la manière dont est bâti le système financier international? Alors, c'est dangereux dans le sens où on ne connaît pas le résultat réel. C'est-à-dire, ça pourrait aller dans un sens comme dans un autre. On ne maîtrise pas le résultat. Et effectivement, c'est super intéressant parce que dans cette même semaine, je fais un petit aparté, quand vous parlez des actions avec une conséquence juridique et potentiellement légale. Il y avait 6 membres de notre congrès qui, spontanément, se sont réunis, ils ont fait une vidéo ensemble. Ce sont des anciens combattants, membres du congrès et anciens combattants. Ils ont tout simplement lu le code militaire américain à voix haute, pour leur rappeler que justement, il ne faut pas obéir des ordres illégaux. Alors on peut dire, mais pourquoi ils ont fait ça? On en parlera peut-être tout à l'heure avec toutes les autres choses qui se passent dans le monde. Mais ils voulaient rappeler aux soldats de ne pas suivre des ordres illégaux pour une raison simple, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'ils s'exposent non seulement à déshonorer le poste, évidemment, mais à potentiellement une accusation de crime de guerre. Un problème légal pour les soldats. Donc, on est sur du terrain. On est sur du terrain légal, sur du terrain juridique. Il y a aussi une autre piste qui est évoquée en ce moment, qui est poussée par Paris, entre autres, pour financer la reconstruction en Ukraine. C'est celle d'un emprunt commun
en Europe. Cette voie-là, Paris essaye de la pousser. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, Louisa Corradini, cette piste? Parce que c'est vrai que quand on refait l'historique, on sait que culturellement, l'idée est très belle, mais alors pour se mettre d'accord à 27 sur emprunter ensemble, c'est un vrai test de coordination qu'on n'a jamais réussi, peut-être une fois dans l'histoire. Ah si. Au lendemain de la crise des dettes souveraines. Rappelez-vous de mettre en communauté l'argent pendant la pandémie. C'est ça, mais on l'a fait une fois dans l'histoire. Exactement. Moi, vous savez, moi je crois que l'Union européenne est capable d'arriver à ses fins. Ils essayent. Avec les fonds gelés en Belgique, ils étudient depuis 2 ans à peu près. Et ils continuent à essayer de trouver un chemin. J'ai confiance qu'ils vont essayer et qu'ils vont réussir finalement à trouver une solution. Ou bien pour utiliser ces fonds, mais tu as tout à fait raison, ça dépend de l'issue de la guerre. Parce que si la Russie venait à gagner la guerre, alors pourquoi utiliser ces fonds gelés? Ce serait vraiment catastrophique. Vous avez raison de le dire, et de toute façon, qui dit reconstruction dit aussi fin de la guerre, qui dit fin de la guerre dit accord de paix. On va marquer une très courte pause et justement on va revenir après sur cet accord de paix qu'essaye de négocier directement Donald Trump avec Vladimir Poutine via un émissaire qu'on découvre cette année, qu'on ne connaît pas très bien en France, Steve Witkoff. Peut-être que vous pourrez nous en dire un mot juste après cette pause, Hélène Kuntz. A tout de suite dans Les Experts sans frontières. Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans Les Experts sans frontières. Des regards internationaux chaque semaine pour nous aider à prendre un peu de hauteur sur notre actualité. Cette semaine, je suis avec Anna Navarro, correspondante de la presse portugaise en France, Louisa Corradini, qui est argentine, correspondante en Europe du quotidien argentin La Nation, Hélène Kuntz, américaine, spécialiste des États-Unis et professeure à l'INSEC Paris. J'aimerais vous faire écouter le secrétaire d'État, Marco Rubio, américain, cette semaine. Écoutez-le, il est assez optimiste sur un accord de plan de paix que tente d'arracher Donald Trump, le président de la paix, en ce moment avec Vladimir Poutine. Écoutez Marco Rubio. Évidemment, il faudra qu'un accord final soit signé par les deux présidents et il reste des choses à clarifier. Mais on a eu une journée de négociation très productive. Je suis très optimiste. On va pouvoir avancer sur ce dossier. On a déjà fait de grands pas en avant. Hélène Kuntz, on entend Marco Rubio, c'est le diplomate à la lumière. Oui. Et alors, on découvre en France ou en Europe l'homme de l'ombre, Steve Witkoff. C'est celui qui va rencontrer Vladimir Poutine la semaine prochaine à Moscou. Et alors, nous, ce qui nous intrigue ici en France, c'est que cet émissaire de l'ombre, c'est pas vraiment un diplomate, c'est, je vais le dire comme ça, un super pote de Donald Trump, son best buddy dans les affaires. C'est quelqu'un avec Donald Trump est en confiance. Et puisque il fait un autre type de gouvernement, avant, on était sur les compétences. Là, on est sur les liens d'amitié et puis, surtout, il a besoin des personnes fidèles autour de lui. Donc, Marco Rubio se trouve avec M. Steve Witkoff dans les pattes. Il n'est ni diplomate, ni expert géopolitique, mais peut-être un super négociateur. En tout cas, c'est quelqu'un à qui Donald Trump, à titre personnel, peut faire confiance. Parce que c'est son deal maker, en fait. Oui, mais a-t-il réellement les épaules du poste? Est-ce qu'il est réellement compétent dans le domaine? Ce que je crains, c'est qu'on a écarté énormément de personnes très compétentes sur ces dossiers très complexes, qui avaient une réelle expertise. Et donc, vous voyez, là, de plus en plus, les États-Unis en boudent l'expertise. Donc, c'est difficile pour quelqu'un comme Marco Rubio qui tente de le jouer old school, il va être un peu diplomate, chef de la diplomatie, un secrétaire d'État, comme cela a été autrefois, mais il se retrouve face à une situation où il y a d'autres personnes qui,
qui se met dans le dossier. Et c'est encore un exemple, Louza Corradini, qui est fascinant avec Donald Trump, c'est que quand on parle des dossiers peut-être les plus sensibles de la planète, il fait intervenir autour de lui la famille et les copains. Mais n'oublions pas que Steve Witkoff cette semaine, rappelez-vous que pendant la rencontre à Genève entre les États-Unis et les Russes, il y avait encore une fois les genres de Donald Trump, Jared Kushner. Donc il est intervenu pour les accords de paix en Israël et maintenant il apparaît. On ne sait pas pourquoi et comment, parce que moi je ne savais pas, et vous non plus certainement, qu'il connaissait quelque chose au conflit de l'Ukraine avec la Russie. Il était là, assis à cette table. Wow. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que là, on parlait de deal maker de Witkoff, mais Donald Trump a aussi son genre qui est un autre deal maker. Donc, ils ne sont pas des diplomates, ils ne sont pas là pour négocier un accord égalitaire, juste et positif pour les deux parties. Ils sont là pour faire des deals. Quel deal ? On ne sait pas. On a notamment, on sait qu'ils sont très bien positionnés, les Américains, sur les sous-sols ukrainiens et la région du Donbass, qui est le cœur industriel de l'Ukraine. Ça, c'est déjà fait. Mais vous avez vu ce plan présenté par Donald Trump, il inclut une clause qui dit qu'il y a les 50% des bénéfices qui pourraient représenter ces fameux dégels des avoirs russes, ils doivent aller directement à Washington. Et on parle même d'un fonds d'investissement russo-américain qui pourrait être amené à être coté aux États-Unis et dont la moitié des bénéfices reviendraient aux États-Unis. De toute façon, c'est vrai, Ana Navarro, que derrière, je disais, le président de la paix, il se targue d'avoir provoqué 7 ou 8 accords de paix depuis qu'il est revenu à Washington. Derrière chacun de ces accords, qui d'ailleurs souvent n'en sont pas, il sécurise des intérêts économiques des États-Unis. C'est ce qu'on voit à chaque fois. Peut-être même parfois c'est les siens propres, dit-on. Oui, mais vous voyez, dans la question de l'Ukraine, il faut faire attention, effectivement, il n'y a pas tellement de diplomates impliqués dans les négociations qui ont été mises en avant et dans le plan qui a été mis en avant apparemment par Witkoff. Mais en fond, on a l'impression, beaucoup de spécialistes nous disent que cette administration américaine, l'administration Trump, veut se débarrasser de la question ukrainienne au plus vite, qu'ils considèrent que ça n'a plus aucun intérêt pour eux, que c'est le problème des Européens, aux Européens de s'en dépatouiller, et ils veulent s'en sortir. Et si ce plan de paix va de l'avant, dit voyez, nous avons fait tout ce qu'il faut, on a encore une paix. S'il ne va pas de l'avant, il dira mais c'est pas notre problème. Eux, ils n'en veulent pas, soit l'Ukraine n'en veut pas, mais ils sont très bien, Kiev a très bien joué ces derniers temps parce qu'ils ont accepté la balle est maintenant du côté russe, qui n'est pas très intéressé par le plan d'ailleurs, parce qu'ils préfèrent avancer sur le terrain parce qu'ils sont en train de conquérir énormément de terrain. Et donc la Russie veut gagner du temps, mais que ce soit Kiev ou Moscou, Trump a toujours les moyens de dire écoutez, c'est pas mon problème, j'ai tout essayé, on a tout donné, maintenant nous avons d'autres affaires, notamment vis-à-vis de la Chine, et là, que les Européens, c'est leur problème qui s'en dépatouillent. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'il ne veut pas la diplomatie américaine et Marco et Rubio mêler, parce qu'eux, ils vont aller dans le old school, vont aller dans les vieux principes de la diplomatie, donc ça va traîner, ça va être long, et ils vont vraiment vouloir faire en sorte que les États-Unis aient un rôle. Et c'est pas le but de Donald Trump, apparemment. Faut-il prendre cette menace russe au sérieux ? Le média espagnol ABC titrait cette semaine, vous pouvez lire ça, « Mourir ou ne pas mourir pour sa patrie, le débat national en France ». C'est un titre qui bien sûr fait suite à ces propos, à ces chocs du chef d'état-major des armées la semaine dernière en France, Fabien Mandon, qui dit qu'il faut accepter de sacrifier ses enfants face à cette menace russe. Hélène, quand vous entendez ça, accepter de sacrifier ses enfants, est-ce que de la part d'un chef d'état-major, est-ce qu'il en fait un petit peu... Est-ce qu'il a raison de préparer les esprits à ce niveau-là ? Alors, je fais la traduction dans ma tête vers l'anglais, ça passe pas très bien, ce qu'il a dit là. Alors,
Wow, je pense que ça surprend beaucoup. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on a une armée qui est une armée sur la base de volontariat. Donc, la conscription, ça a été fini après la guerre de Vietnam aux États-Unis. Donc, c'est un concept même. Je suis étonnée que ça a été dit comme ça. Est-ce que ça a été vraiment compris sur ces termes-là ou est-ce qu'il voulait peut-être dire autre chose ou avec un autre choix de mots? Non, mais en fait, le chef d'état-major veut clairement préparer les esprits en disant qu'aujourd'hui, il faut se préparer à un choc majeur avec cette date de 2030 où tous les états-majors européens sont calés pour se dire que potentiellement, il peut y avoir un choc majeur entre la Russie et l'OTAN et l'Europe tout entière. D'ailleurs, c'est dans ce contexte-là que la France souhaite attirer les jeunes dans l'armée. C'est ce que titrait aussi le média allemand Deutsche Welle, ça fait suite au discours d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, j'aimerais bien vous faire écouter, qui cette semaine ressuscite le service national, un service qui, dit Emmanuel Macron, sera purement militaire. Nos jeunes du service national serviront pendant 10 mois. Nos jeunes du service national commenceront par une formation initiale d'1 mois, où ils apprendront ensemble les rudiments de la vie militaire. Ils acquerront l'esprit de discipline, se formeront au maniement des armes, à la marche au pas, au chant. Nos jeunes du service national seront ensuite affectés durant 9 mois au sein d'une unité militaire, où ils effectueront les mêmes missions que l'armée d'active sur le territoire national. Ils ont vocation à la renforcer en fonction de ses besoins opérationnels, en densifiant progressivement ses rangs, et vivront au même rythme que l'unité d'affectation. Servir la nation, faire prendre conscience de cette menace russe. Est-ce qu'on a ce discours-là au Portugal, Ana Navarro? Non. 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 Et puis, la question du service national, c'est très intéressant. Mais quand le service national obligatoire a été aboli en France, il ne servait plus de creuset sociétal, comme il l'avait fait dans le passé. C'est-à-dire, c'était un service où on apprenait déjà certains codes de comportement, où on côtoyait des gens d'autres pays, d'autres régions, d'autres milieux, etc. Ça, tous les militaires nous le disent, c'était fini. Deuxièmement, depuis qu'effectivement l'armée de conscription a été terminée, l'État a vendu les casernes. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est s'ils ont une grande affluence de jeunes, pour l'instant c'est volontaire, mais l'idée c'est qu'à terme ça risque d'être obligatoire, peut-être pour les garçons, où est-ce qu'ils vont loger les jeunes? Deuxième question. Troisième question, dans cette armée de professionnels, qui est celle de la France depuis 20 ans maintenant, à peu près, c'est du temps de Jacques Chirac, je crois, qu'elle a été abolie. 97, je crois, là, ça a été aboli. Voilà. Donc, où est-ce que, combien d'officiers d'encadrement y a-t-il pour l'entraînement des jeunes? Parce que, vous savez, si vous parlez avec des militaires français en off, ils vous diront, notre armée a un problème, elle a plus de généraux que d'officiers d'encadrement. Bon, ils disent ça en exagérant, évidemment, et dans une bonne petite blague. Mais il y a des problèmes concrets. Et puis, on peut s'entraîner sans munitions, mais il y a un problème de munitions aussi pour l'entraînement. Donc, il y a des questions à résoudre. C'est pas en 2 ans que ça va être fait, ni en 3 ans. Faut bien comprendre. Deuxièmement, le titre de ABC était un peu, peut-être, fautif, parce qu'il disait « mourir pour la patrie », on ne pas mourir pour la patrie. Mais ce que le chef d'état-major des armées a proposé, c'était pas de mourir pour la France, c'était de mourir en ayant des fondements peut-être ailleurs. En territoire avancé. Et moi, je vois les Français qui sont hédonistes. Ce qui soulève la question, quand vous dites ça, Anna, ce qui soulève la question de est-ce que ce qui se passe en Ukraine, c'est ce qui se passe en Europe? Est-ce que ça doit concerner toute l'Europe? Louisa? Non, je ne crois pas que le général Mandon, qui est connu pour ne pas avoir sa langue dans la poche, ait voulu dire ça. Il a voulu parler, il ne parlait pas de la guerre en Ukraine, il n'arrête pas de dire que la France doit se préparer
pour une éventuelle guerre en Europe. Que le danger, les principaux dangers, c'est la Russie. C'est pas d'aller combattre en Ukraine. Il l'a déjà dit, le président l'a déjà dit. Mais je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, Français? Je suis aussi française, donc il faut que ça me concerne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Supposons qu'il y ait une guerre dans 5 ans en Europe. Les jeunes devront y aller, obligatoirement. Est-ce qu'on préfère qu'ils soient préparés ou qu'ils aillent sans connaître même le fonctionnement d'un fusil? L'idée est celle-là. Il faut préparer les gens. Si tu veux la paix, prépare-toi pour la guerre. C'est aussi simple que ça. Je ne crois pas que ce soit différent. Mais j'accepte que le général Mandon a parlé avec un langage plutôt militaire, plutôt dur, bien sûr, pour notre public habitué à la paix. Vos explications et analyses sont limpides. On va refermer cette page pour ouvrir celle de la Chine, si vous voulez bien, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Emmanuel Macron va se rendre la semaine prochaine, du 3 au 5 décembre, pour une visite d'État. Il rencontrera à Chengdu le président Xi Jinping. Il y a un sujet alors là qui est plus macroéconomique, mais qui va être aussi au cœur de ce déplacement, qui est un vrai sujet qui agite tous les grands blocs autour de la planète. C'est comment essayer de rééquilibrer les grands déséquilibres globaux économiques de la planète. En gros, on a les États-Unis, Hélène, qui aujourd'hui consomment beaucoup trop et ne produisent pas assez, et de l'autre côté, la Chine, qui produit beaucoup trop et ne consomme pas assez. Et est-ce que finalement, je vais faire l'avocat du diable, mais que si on part de ce constat, est-ce que finalement Donald Trump n'a pas raison, un peu comme ce qu'a voulu faire Joe Biden, forcer les États-Unis à produire beaucoup plus chez eux pour essayer de rééquilibrer? Alors, on parle des horizons lointains. Aujourd'hui ou même demain, les États-Unis n'est pas prêt à produire comme ça produisait autrement. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y avait des casernes fermées ici, il y a des usines fermées aux États-Unis, des grands pans des États-Unis. Donc, c'est pas, comme on dit en français, demain la veille, que ça va juste subitement. On va, comme ça, dans un claquement de doigts. On avait déjà fait les tests avec les douanes tarifaires. Est-ce qu'on peut produire l'iPhone chez nous? La réponse est non. On n'a pas les composants. On n'a pas les chaînes de production. Si, il y avait des études qui montraient qu'un iPhone 100%, enfin le made in USA, je crois, coûtait $6,000. Exactement. Quelque chose comme ça. Donc, et on n'a pas, je veux dire, ni la main-d'œuvre, ni les capacités. Et il y a quelque chose de paradoxal dans ce qu'il fait Donald Trump, parce que tantôt, il est très hostile à l'immigration, tantôt, il est prêt à donner jusqu'à 600 000 visas pour des citoyens chinois. Donc, il est dans cette même contradiction pour pouvoir préserver, comme vous dites, la position des États-Unis, qui nécessite tout de même une participation de la Chine. Il y a un autre sujet qui est au cœur de ce déplacement présidentiel en Chine, Louisa Cordini, c'est celui de la sécurisation des matières premières, notamment des terres rares. On sait qu'aujourd'hui, les terres rares, c'est 3/4 des terres rares qui sont contrôlées par la Chine, mais il y a d'autres endroits dans le monde qui ont des sous-sols avec des métaux précieux, des minerais dont on a besoin dans notre transition énergétique. Et là, on est sur un sujet sur lequel l'Argentine et toute la région autour est très bien positionnée. Tout à fait. Et ça, c'est la raison pour laquelle l'administration Trump et son secrétaire des Finances sont aussi généreux avec l'Argentine dernièrement. Vous savez que je crois que c'est le seul pays qui a obtenu une exception douanière dans les dernières semaines et des prêts absolument extraordinaires, 40 milliards de dollars, 20 de la part de l'État américain et 20 de la part de banques américaines pour que le gouvernement de Milei puisse s'en sortir. Mais derrière, le sujet, c'est aussi l'accès au lithium, notamment. Exactement. Et dans cet accord, c'est l'accès aux terres rares. Ça, c'est fondamental. Donc, et ce n'est pas que l'Argentine, ce sont les autres pays. B7 l'a dit, donc le secrétaire d'État, nous sommes en train de récupérer l'Amérique latine
à cause de nos propres intérêts, surtout des terres rares. C'est ça. Et ce sujet, de toute façon, c'est un sujet qui aujourd'hui est devenu global. J'aimerais vous faire écouter, ça c'était cette semaine à Strasbourg, Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission, qui accusait la Chine de pratiquer un véritable racket sur les entreprises européennes. Et justement, il annonce un plan pour essayer de muscler l'autonomie européenne sur ces minéraux critiques. Écoutez-le. Il est temps pour l'Europe de muscler son jeu. Nous travaillons à proposer également un centre européen des matières premières critiques. Il sera le poste de pilotage en quelque sorte de l'approvisionnement européen sur le modèle du JOMEC japonais. Il doit aussi nous permettre d'évaluer les besoins, d'acheter en commun, de stocker des minéraux critiques en Europe. Tout cela ne fonctionne que si également les entreprises européennes jouent le jeu. En un mot, cela ne fonctionne que si nos entreprises européennes arrêtent d'acheter 100% chinois sur les matières premières. Bon, Anna Navarro, je vous voyais réagir en l'écoutant. Oui, c'est intéressant, évidemment, il faudrait faire quelque chose dans ce genre-là, mais le problème avec les terres rares et la Chine, ce n'est pas tant les stocks énormes et les réserves énormes qu'on a à la Chine, parce que ça, il y en a dans d'autres endroits, avec d'autres localisations géographiques plus accessibles, mais le problème, c'est le raffinage, en français, oui, raffinement. C'est le raffinage. Raffinage. C'est la Chine qui a la technologie pour le faire, et c'est elle qui fait presque jusqu'à 90%, 87%, je crois, du raffinage. Et on ne peut pas se servir des terres rares brutes, il faut ce raffinage avant. Donc, toute la question est là. Puis, deuxième question des Européens, ils continuent à voir la Chine comme le pays faible d'avant 2000, auquel on peut imposer un rapport de force favorable aux Européens, grande puissance. C'est fini ce temps-là. La Chine, aujourd'hui, est une grande puissance. Elle apprécie les rapports de force et elle ne considère pas que l'Europe a le muscle nécessaire pour venir lui faire front. Que ce soit sur le plan industriel, que ce soit sur le plan d'approvisionnement en matières premières, que ce soit sur le plan géopolitique. En plus, on va derrière les États-Unis avec les pays de l'OTAN pour dire que, oui, on est d'accord qu'il y a un conflit potentiel entre les États-Unis et donc peut-être l'OTAN aussi à l'avenir avec la Chine. Bon, déjà, on se place dans la position d'un potentiel ennemi. Et puis, pour la France, par exemple, qui va à un rapport de force à la veille de l'arrivée d'Emmanuel Macron en Chine, avec des entreprises, des plateformes de vente chinoises, et je suis vraiment ravie qu'on ait stoppé cette affaire des poupées de Chine, et d'AliExpress aussi, je crois, Temu aussi. Mais maintenant, on veut pousser beaucoup plus loin sur cette affaire-là et interdire ces plateformes pendant 2-3 mois. Il y aura un effet boomerang terrible. Dernier point qui va être, qui va être abordé, non, ce n'est surtout pas à l'agenda officiel, mais c'est le contexte dans lequel Emmanuel Macron arrive là-bas, Hélène Kuntz, dans un contexte ultra sensible autour de Taïwan. Et ça, Taïwan, on a vu cette semaine notamment un coup de fil diplomatique, quasi historique, avec Xi Jinping qui a décroché son téléphone pour appeler Donald Trump, pour lui rappeler qu'ils sont liés avec l'idée de la Chine, il n'y a qu'une seule Chine et que personne ne doit dire autre chose que ça. Et étonnamment, ça n'arrive jamais. Donald Trump, il n'a pas contesté. Il reste très prudent sur le sujet, ce qui n'est pas dans son habitude. Oui, alors, Donald Trump, en ce moment, est relativement affaibli. Je pense qu'il faut aussi mettre ça dans la balance quand on parle d'un coup de fil de Donald Trump. Il est affaibli physiquement, peut-être sur le plan, est-ce qu'il a toute sa tête quand il parle avec les dirigeants du monde? Il ne semble pas pouvoir suivre, comme il aurait suivi même dans son premier mandat, les dossiers. Il découvre pas mal des choses. Donc... Affaibli politiquement peut-être aussi par l'affaire Epstein en ce moment. Il est à 30% dans les sondages, qui est un plus bas historique. Mais effectivement, le président n'est pas bon. S'il est prêt à s'en laver les mains très vite vis-à-vis de l'Ukraine, pour lui, le Taïwan... c'est extrêmement loin et il va toujours se mettre derrière. J'avais toujours dit America first et son interprétation, c'est America seul.
Et Amérique est isolée et il va dire j'étais élu sur cette plateforme-là. Je ne fais que tenir mes promesses électorales. America First, mais on voit très bien aussi avec quand même un état-major derrière lui qui est en train de renforcer les armées et la présence militaire en Indo-Pacifique pour se préparer d'un éventuel choc majeur. On parle de la Russie en Europe, mais on a aussi là-bas Taïwan avec tous les états-majors qui sont calés sur la date de 2027. On va terminer ces experts sans frontières avec ce tour de table. C'est vos cartes blanches, des articles que vous avez sélectionnés qui parfois viennent de vos pays respectifs. Luisa Corradini, vous, c'est un article que vous avez choisi, qu'on a pris sur le site internet de Newsweek, qui rapporte une réponse de Donald Trump à une journaliste de CBS, Nancy Cordes, qui l'interrogeait sur la fusillade de Washington. Tout à fait. Et donc, non, je voulais parler justement de cette mode des insultes de la part des dirigeants internationaux contre les journalistes et particulièrement contre les femmes. Et c'est vrai, Donald Trump a appelé cette dame qui faisait son travail 2 fois qu'elle était stupide. Vous êtes stupide 2 fois. Alors, il a eu aussi une insulte très forte la semaine dernière. Exactement. Quelques jours avant, dans son avion de Air Force One, a appelé truie l'une des journalistes, c'est vraiment qui lui posait une question, qui faisait son travail. Quiet Piggy a-t-il dit, je crois, dans son avion, qui était totalement... Exact. Alors, après quelques 35 ans de ce métier, de faire ce métier, j'en ai vu un peu de tout. Mais je commence à me demander pourquoi les journalistes doivent garder son calme, se faire insulter, se faire traiter de tous les noms. Et nous, on n'a jamais essayé d'insulter les politiques ou les présidents ou les ministres. Genre, Monsieur le Président, votre réponse démontre que vous êtes un stupide irrécupérable. C'est pas possible. Donc on a Luisa Corradini qui plaît. Ça vous fait rire. Alors, non, mais on va faire le tour. Mais on a pour terminer, on a Luisa Corradini qui plaide la réciprocité dans les insultes auprès de Donald Trump. Je vous rappelle, et je rappelle à notre public, que c'était Einstein qui disait il n'y a pas de questions stupides. Il y a des réponses. Allez, on enchaîne très vite. Il nous reste moins d'1 minute. Je suis désolé. Hélène Kuntz, vous, votre article sur le site de ZTO qui recense chaque semaine des actions antidémocratiques de Donald Trump. On est un peu dans, tout à fait. Dans la même idée. Alors, je vous rejoins parce qu'il y a une autre question qui se pose, c'est où est la solidarité dans le corps des journalistes? Les autres journalistes auraient pu aussi dire quelque chose, réagir, etc. Alors, juste très rapidement dans la continuité, c'était aussi dans l'idée que les exercices militaires se poursuivent également au Venezuela et le Congrès n'a pas son mot à dire, c'est antidémocratique. Anna Navarro, on termine avec votre article assez vertigineux du Grand Continent. Oui, et c'est basé sur un rapport des Nations Unies, un rapport sur l'urbanisation, et qui nous dit qu'en 2050, en Europe, l'Europe sera le continent le plus rural au monde. Environ 1/4 de la population européenne vivra dans des toutes petites villages, des communes de toute petite densité de population. C'est dingue ça, et c'est un rapport des Nations Unies qui date de mi-novembre. Et pourquoi pas, si on a une ville pas très loin, et avoir une maison avec un jardin, c'est sympa, aussi, dans un petit village. Voilà. Louisa se voit déjà appliquer son principe de réciprocité dans les insultes depuis sa petite bourgade au fin fond de la France. Je vous vois rêver de ça. Merci beaucoup en tout cas pour vos analyses, votre prise de hauteur, vos regards internationaux qui sont vraiment précieux pour nous aider à sortir de notre bulle franco-française. Anna Navarro, correspondante de la presse portugaise en France, Luisa Corradini, argentine, correspondante en France et en Europe du quotidien argentin La Nation, et Hélène Kuntz, américaine, spécialiste des États-Unis, professeure à l'INSEC Paris. Les Experts sans frontières, c'est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, c'est le journal de Stéphanie Colo. Les Experts sans frontières sur BFM Business.